Chez Payfit, on a à peu près 50% d'organique. Le reste, c'est du payant. On a des CPL target par canal. On sait que Meta, ça génère 80% d'entreprises de 2 employés. Par rapport aux revenus que ça va nous générer, on sait qu'il faut pas qu'on paye plus que ce CPL-là. Alors que, par exemple, un LinkedIn va nous ramener 60% de 11 à 50 employés. Du coup, on peut se permettre d'avoir un CPL plutôt à ce prix-là. La différence entre LinkedIn et Meta, c'est les coûts d'acquise. Sur LinkedIn, on est entre 3 et 5 fois plus cher que sur du Meta. La richesse de LinkedIn, c'est son targeting. C'est le seul canal B2B où, en termes de targeting, tu peux vraiment aller chercher exactement ta persona. Dès que tu as une idée, tu veux tester Advantage+, tu veux tester des nouvelles features et t'es pas sûr, il faut pas les regarder dans l'attribution de Meta, il faut pas les regarder dans l'attribution en interne, il faut les regarder dans l'attribution de ton incrémentalité. Julie, merci beaucoup de t'asseoir à la table des brutes acquisitions. Donc, tu leads l'acquisition chez Payfit. On va pouvoir parler de sujets très concrets et un peu opérationnels. Je dis ça parce qu'on a reçu un peu des invités variés récemment. On a reçu à la fois des fondateurs, des CMO. Et donc là, toi, tu les pilotes au quotidien. Du coup, les campagnes, on a plein de sujets à traiter ensemble. On va parler d'attribution notamment. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais te recevoir. Parce que chez Payfit, en fait, quand tu parles d'attribution, tu as toujours envie d'avoir un peu la boîte qui a les budgets marketing pour laquelle la problématique d'attribution a le plus de valeur quand elle est résolue. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous retracer un peu ton parcours, parce que tu as fait des jolies expériences avant, en acquise. Et après, on pourra rentrer dans l'échange. Du coup, je sors d'école et je sais que je veux bosser dans un truc assez technique. Mais bon, j'ai pas de diplôme d'ingénieur, etc. Et donc, je commence à m'orienter vers le marketing digital. Je tombe dans une start-up qui fait des mobile ad campaigns sur Facebook. C'était vraiment early stage de Facebook. Il me parle CPL, CPC, je comprends absolument rien. Et je me dis, allez, je vais faire un stage là-dedans, ça a l'air hyper technique. Et donc, je tombe dans cette startup qui s'appelle Addict Mobile à l'époque, où vraiment j'apprends tout l'écosystème de l'acquisition, tout ce qui est les campagnes d'acquisition sur Facebook, etc. Et donc ça, c'est ma première expérience. Et ensuite, je suis embauchée chez Appen, où là, je gère des campagnes d'acquisition pour une dizaine de marchés. Donc voilà, c'est optimisation de la campagne sur Facebook, sur Snapchat, etc. Donc ça dure à peu près 2 ans. Et ensuite, j'arrive chez Uber à Amsterdam. Et là, je lead toute l'équipe Paid Social Monde. Donc quand je dis Paid Social, c'est Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter. Et donc j'ai une équipe dédiée. Et donc au début, j'ai commencé par faire uniquement Uber Eats, où on avait des gros catalogues d'e-commerce, un peu à la e-commerce avec tous les McDonald's de France. Fallait faire des pubs McDo, etc. Et tu faisais l'acquise utilisateur ou resto aussi? C'était que du B2C. Ok. Donc voilà, utilisateur. Et après plusieurs années, vu que ça se passe très bien, je reprends l'acquisition aussi côté Uber Rides. Donc là, voilà, plutôt sur des ads pour aller chercher des utilisateurs pour utiliser le service, mais avec une différence de problématique, puisque Uber Rides avait une awareness très grande. Donc c'était plus compliqué de faire de l'acquise. Voilà, il y avait une problématique qui était différente. Uber Rides, c'est Uber le plus. Voilà, c'est Uber, c'est l'Uber que tout le monde connaît. Voilà. Bon, d'accord. Donc ça veut dire que Payfit, c'était ton premier use case B2B. Et donc Payfit, c'est mon premier. Bon, chez Uber, j'avais quand même, je collaborais pas mal avec les équipes Uber Eats restaurants, où ils allaient chercher du coup des restaurateurs pour Uber Eats. Donc j'avais quand même un petit peu ces premières expériences en B2B. Donc je voyais à peu près que c'était différent en termes de canaux, notamment LinkedIn, etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois chez Payfit que je lead l'acquisition B2B. Et c'est aussi la première fois que j'ai étendu mon scope à plusieurs canaux qu'uniquement le paid social pour rajouter le SEO, rajouter Google Ads, etc. Okay. Donc, et là, ça fait 2 ans que je suis chez Payfit et donc je lead l'acquisition chez eux sur tous ces canaux-là. Et t'as l'impression qu'il y a il y a quelle partie de ton expertise précédente que t'as pu presque dupliquer, enfin des trucs qui t'ont été très utiles en arrivant, et quelle partie était nouvelle parce que c'est intéressant le passage de B2C à B2B. Ouais. Parce que t'as souvent Facebook, Google qui va revenir. Déjà, ce qui est marrant en termes de canaux, je trouve que quand on est très expert dans un canal et qu'on le pousse au maximum, on est finalement c'est beaucoup plus facile ensuite de comprendre les autres canaux, parce qu'en fait, les mécanismes sont exactement les mêmes, les manières d'optimiser, les manières de faire du targeting, etc. C'est quand même relativement similaire. Pour le SEO, c'est vrai que c'est encore autre chose, c'est très différent. Mais je trouve que les canaux payants, il y a quand même beaucoup de similitudes. Et donc, c'est assez facile de répliquer ses connaissances. Donc, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, sur le passage du B2C au B2B, la seule différence, c'est peut-être les cycles de vente qui sont différents. Sur un B2C, on est vraiment sur de l'achat immédiat. On est aussi sur un tracking qui est 100% online. Là, tu fais des pubs, la personne, elle va cliquer ou elle va voir ta pub, etc. Puis elle va repartir sur le website pour faire son achat.
tout est beaucoup plus facilement traquable. Ce que j'ai découvert dans le B2B, c'est que le tracking, c'est une autre histoire parce que du coup, tu génères des leads qualifiés pour l'équipe commerciale. Sauf qu'ensuite, après, qu'est-ce qui se passe après? Les démos, le revenu, tout ça, c'est hors ligne. Et comment tu rattaches ça à l'online, c'est beaucoup plus complexe. Donc finalement, ce que j'aime beaucoup dans le B2B, c'est que techniquement parlant, c'est hyper enrichissant par rapport à du B2C où le B2C, c'est beaucoup plus facile. Je te fais une courte interruption pour te parler du partenaire de cette vidéo, Simyo. Est-ce que tu savais que le ROI moyen d'une campagne WhatsApp pour un e-commerçant, c'est 30? T'as bien entendu. Ça s'explique pour une raison mathématique très simple, c'est que le taux d'ouverture d'un message, c'est 90%, versus 17% en moyenne pour un email classique. Simyo, c'est une solution qui permet aux e-commerçants d'activer WhatsApp comme un nouveau canal marketing et CRM, de façon totalement intégrée à Shopify, Klaviyo, Yotpo, Gorgias, etc. Ça a été monté par Tiffen, une de mes anciennes camarades d'HEC, et il travaille déjà avec une centaine de marques, comme Balzac, Balibaris, Rouge, Delab, etc. Il bosse aussi beaucoup en collaboration avec la Standaricom, l'agence CRM du groupe Kudak. Simyo, ça permet d'envoyer des automations, comme des relances de paniers abandonnés, des welcome flow, des back in stock, et des campagnes ponctuelles, comme pour le Black Friday par exemple. Tout ça sur WhatsApp. La collecte de contacts se fait dans une pop-up, exactement comme la collecte d'email. Souvent même, on le demande juste après. Et ensuite, t'es sur le WhatsApp de tes clients. Et par exemple, la Standaricom a remarqué qu'avec WhatsApp, c'était plus de 2,3 fois le nombre de paniers abandonnés récupérés qu'en email uniquement. Ça a permis aussi notamment à SoShape d'obtenir un ROI de 98 sur une campagne de paniers abandonnés, avec une moyenne de 17,8 € par conversation engagée quand même. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit de réserver une démo, ils te font le setup et c'est parti. En plus, t'as moins 10% pendant un an si jamais tu passes par le lien en description. Merci Simyo d'être le partenaire de cette vidéo. On retourne aux affaires. Top. Bah alors avant de se lancer dans le détail un peu du mix marketing, ce serait bien qu'on fasse un petit état des lieux quand même pour savoir un peu ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les budgets marketing de Payfit, est-ce que tu peux nous dire comment ils sont investis, où et quels sont en termes de, si on devait les pondérer, c'est quoi les leviers importants pour Payfit? Alors du coup, nous, chez Payfit, on a à peu près 50% d'organique. Le reste, c'est du payant. Ouais, donc tu mets ton SEO et social. Ouais, exactement. Organique, en global, c'est quoi? C'est 80% SEO C'est SEO, ouais, je dirais que c'est la plus grande majorité SEO via le blog. C'est tout ce qui est aussi les emails de nurturing. On a aussi social media et voilà, c'est principalement ça. Okay. Et ensuite, dans les canaux payants, on a comme beaucoup d'acteurs B2C, 80%, c'est du paid search. Mm-hmm. Donc, quand je dis paid search, ça inclut Performance Max. Et le reste, c'est à peu près similaire entre Meta, LinkedIn et l'affiliation. Donc, c'est 80% search et donc les 20% qui restent, c'est partagé sur le social au sens large. Exactement. D'accord. C'est quelque chose vous avez toujours été très dépendant du search? On a toujours été très dépendant du search. Oui, parce qu'on a fait pas mal de tests où on a essayé de peut-être augmenter le budget, et j'y reviendrai plus tard, mais le budget sur la perf, sur des canaux comme LinkedIn, etc. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est des canaux qui, finalement, sont là pour ce que j'appelle un peu des push channels, pour pousser des vidéos, pousser du contenu. Mais en fait, finalement, le bas de funnel va toujours se passer dans le paid search. Donc comment, en fait, au lieu de se dire tu vas faire de la perf avec du Meta, du LinkedIn, essaye de le voir plutôt comme un haut de funnel, quitte peut-être aussi un milieu de funnel, mais finalement le bas de funnel qui est la plus grosse majorité de ton budget sera via le paid search, et du coup forcément c'est la majorité de ton budget. Ok, donc ça veut dire que c'est pas des canaux que vous pilotez à la perf, les canaux LinkedIn, Facebook? Si, on les pilote quand même à la perf, mais ça dépend aussi de la persona. Si c'est un entrepreneur où c'est un cycle de vente qui est très court, on sait que la prise de décision est rapide, on va pouvoir utiliser une vidéo, un UGC ou 2 UGC, et ensuite une conversion sur paid search, ça va suffire. Alors que sur une persona une grosse boîte, le cycle de vente va être plus long, la prise de décision plus longue, et donc là on va avoir beaucoup plus de touch points. Donc pour te répondre, c'est que en fait on va avoir des canaux optimisés à la perf pour des petites entreprises. Par contre, pour les plus grosses entreprises, la majorité, ça va être une grosse partie haut de funnel et une plus petite partie performance. C'est intéressant. C'est peut-être le bon moment pour faire un point sur les trois typologies que tu as commencé à aborder. Du coup, ouais, on a plusieurs... on travaille pour faire les typologies de clients. On travaille énormément avec l'équipe Content, qui est vraiment incroyable chez Payfit, qui a créé ce qu'on appelle un buyer journey, où en fonction de chaque segment, c'est un peu comme un manuel, en fait, en fonction de chaque segment, donc petites entreprises, moyennes entreprises, entrepreneurs, quelles sont les questions qui se posent à chaque étape de leur décision d'achat. Donc ça va être, par exemple, un entrepreneur, ça va quoi être ses triggers par rapport à un logiciel de paie? C'est quoi les premières questions qu'il va se poser quand il recherche une solution? Ensuite, en considération, qu'est-ce qui va lui faire pencher la balance Payfit versus, par exemple, un expert comptable? Et ensuite, la décision d'achat, par exemple, Payfit, ce qui lui fait peur, c'est la migration de ce qu'il a aujourd'hui versus Payfit, et du coup, on va le réassurer là-dessus. Et pour chaque segment,
on a tout ce manuel. Et donc, nous, on pioche du contenu par rapport à OK, sur LinkedIn, je vais plutôt targeter SMB. Je sais qu'il est à peu près là de cette décision de l'achat parce que je suis dans ce funnel-là par rapport à ce targeting-là. Donc, je vais utiliser ce contenu-là. Et ça, c'est hyper important de le faire en collaboration avec les équipes contenu parce que c'est eux qui ont vraiment cette expertise des personas. Ok, donc la première persona, c'est entrepreneur, donc entreprise, une personne ou premier employé. Exactement, premier employé. Ensuite, tu m'avais dit, je suis en train d'essayer de me souvenir, c'est de 1 à 9 que vous faites après Exactement. Et après... Les très petites entreprises. Et après, tu as les petites et moyennes entreprises, on est de 10 à 50. Et si par exemple, on essaie de... Donc là, tu nous l'as présenté pour les entrepreneurs, donc haute funnel, considération et décision d'achat, enfin les objections pour la décision d'achat, ça donne quoi pour les deux autres typologies, un petit peu les questions qui se posent? Si je te prends un office manager, il va gérer avec l'expert comptable du coup la paie, puis il va devoir faire les notes de frais sur un autre logiciel, puis il va devoir faire les congés absence via des spreadsheets. Et en fait, pour lui, ça va être un enfer total. D'accord. Et il va se dire, mais comment je peux trouver un outil où je peux avoir tout synchronisé? Un DAF, ça va être par exemple, j'ai pas le temps de me renseigner sur les législations françaises qui évoluent. J'ai besoin d'un outil automatisé qui est toujours en phase avec la législation française, etc. Donc en fait, chaque persona a des questions. Après, il y a des questions évidemment qui se recoupent et où ils ont parfois des inquiétudes ou des pain points qui sont très similaires. Mais on fait quand même attention à, quand c'est différent, d'essayer de s'adresser différemment à eux. Ok, d'accord. Parce que là, c'est intéressant. En fait, il y avait la typologie nombre d'employés. Ouais. Et après, il y a les interlocuteurs au sein de chacune de ces boîtes. Et en fonction des boîtes, tu as aussi un nombre d'interlocuteurs différents. D'accord. Tu vas voir que dans des plus grosses boîtes, le nombre de décisionnaires, il est beaucoup plus important que dans une petite boîte où finalement 2 employés, c'est le fondateur qui va décider de cette décision. Donc plus tu augmentes la taille d'employés, plus tu as besoin d'avoir des touchpoints, le nombre de touchpoints a besoin d'augmenter pour être sûr que tu en fait atteins tous ces décisionnaires du parcours. Comparé à justement une petite entreprise. Ok, donc en vous, en fait, les personnes qui vous achètent, donc tu as fondateur, office manager, DAF. Ouais, grosso modo, c'est ça. Et RH. T'as RH, oui, bien sûr. Ouais. Je dirais DRH. Et c'est tout? Ouais, c'est 80%. D'accord. Et donc, parce que vous, ce que vous appelez grande entreprise, donc c'est la troisième typologie, c'est... Ouais, c'est 10-50. 10-50, d'accord. Et même sur 10-50, parce que Kudak fait 60 employés. Ouais. Donc nous, ce serait DRH et c'est la seule décisionnaire. Vous avez en fait des choses à plusieurs... Parce que je pense que vous êtes une boîte... Après, t'as aussi la modernité de la boîte. Vous êtes une boîte hyper moderne. Vous connaissez à peu près... je pense que vous avez l'awareness de PayFit, elle est très bonne, etc. Sur des entreprises beaucoup plus traditionnelles où l'awareness de PayFit, elle est pas forcément... Enfin, tu vois, monsieur et madame tout le monde. C'est un outil qui est automatisé, qui est digital, pour aller percer ce marché et vraiment réussir à ce que PayFit soit utilisé par ce type de personnes, il faut toucher toutes ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'en fait, je réfléchis à comment ça se traduit derrière dans vos efforts marketing. Ouais. Vous avez des enveloppes de budget par persona ou Non. Donc en fait, c'est dans l'écrire en fait. Parce que ça... Exactement. En fait, comment ça se traduit? Nous, on va avoir une target, on va y avoir une target de revenus qui va se traduire par forcément des targets par persona qu'on doit respecter. Et ensuite, on pilote en fonction de notre target. On sait qu'on doit faire autant, je dis n'importe quoi, on doit faire 80% de starters, ce qu'on appelle chez nous starters, donc ces entrepreneurs, des gens qui font la paix pour la première fois, qui sont pas du tout experts. On sait qu'on va du coup faire une grande majorité de méta par rapport à ça. Alors que si on fait en fonction des bucket size, des pourcentages de bucket size, on va ajuster notre mix média par rapport à ça, par rapport au target. Ok, donc t'as quand même une target par type de, enfin pas par persona, mais par typologie d'entreprise. Ça oui, tout à fait. Donc en fait finalement tu te retrouves on te donne pas des enveloppes, on dit pas tu vas dépenser tant mais par contre toi derrière en fait ton budget tu le pilotes de cette façon-là. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que t'as des équations économiques qui sont différentes, j'imagine, pour chacun de ces. C'est pas le même LTV. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc vous avez des CPL complètement différents. Ok. Qui sont donc si on récapitule en fait c'est plus la boîte est grosse, plus la LTV est importante, j'imagine. Exactement. Et plus la boîte est grosse, plus le CPL est important. Okay. Donc là c'est un des gros challenges de PayFit et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout ce qui est offline conversion, c'est ce que tu peux faire en e-commerce et ce qui est assez facile, ce qui est complètement différent en B2B, c'est comment tu fais pour optimiser au ROAS sur justement en disant je vais payer 3 fois plus cher parce que c'est un SMB et je vais payer 3 fois moins cher parce que c'est un entrepreneur. Et ça, c'est pour l'instant, on l'a pas encore craqué chez PayFit, mais on en parlera tout à l'heure. Mais j'espère que dans un modèle un peu plus product-led, ça sera plus facilement craquable puisque c'est un parcours qui est 100% online que dans un modèle plutôt sales-led. D'accord. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des fits différents entre les typologies de boîtes et les canaux?
Ça veut dire que vous arrivez à... Donc attends, parce qu'en fait, tu m'as dit qu'au moins sur une typologie de clients, vous arrivez à être héroïste sur... alors, je sais pas si c'était exactement ça, mais c'est le social sur les petites... sur les entrepreneurs. Exactement. C'est peut-être pas le cas sur les autres. Est-ce que vous avez du coup... vous raisonnez en CPL par canal? Vous savez que des leads en moyenne, LinkedIn convertissent mieux, ou je dis n'importe quoi. Est-ce que vous avez introduit ce niveau-là? En fait, j'essaie juste de traduire cette grande target de revenus en, tu vois, chez toi, tout ton business manager le matin. Ouais. Et chaque semaine, et tu dois piloter ton budget. Comment est-ce que ça se passe, en fait? Comment ça se passe? Du coup, oui, on a des CPL target par canal. Ouais. Où on sait que, donc ça, c'est des forecasts qui sont faits en collaboration avec la team data, en se disant, on sait que Meta, ça génère, donc évidemment, on a les chiffres, ça génère 80% d'entreprises de 2 employés. On sait que du coup, on paye un CPL à ce prix-là. Et du coup, ça nous fait donc par rapport aux revenus que ça va nous générer, on sait qu'il faut pas qu'on paye plus que ce CPL-là. Alors que par exemple, un LinkedIn va nous ramener plutôt 60% de 11 à 50 employés. Du coup, on peut se permettre d'avoir un CPL plutôt à ce prix-là. D'accord, donc vous avez des pondérations par canal où je sais Exactement. que c'est tant pour telle persona, tant pour telle persona et tout. Et le futur, ça serait de le faire par rapport au ROI. Mm-hmm. Mais le seul moyen qu'on a trouvé où c'est vraiment opérationnellement parlant le plus simple, c'est de le faire toujours au CPL. Et vous bossez avec quel CRM? HubSpot. Ok. Et vous n'avez pas fait la synchronisation, vous avez paramétré les conversions offline? Si, mais elle marche pas. Ok. C'est un enfer. C'est un enfer cette synchronisation, et elle marche pas du tout. Je m'étais noté comme question, est-ce que le mix média a évolué ces 12 derniers mois? Il n'y a pas de choses significatives. Parce que comme vous avez, enfin bon, c'est le sujet sur lequel on va enchaîner, vous avez changé au moins la direction de la boîte, au passage de sales-led à product-led, qui est très familier parce que Elliot, donc de Skello, était assis à ta place et on a parlé du même sujet. Et du coup, je me demandais, en fait, c'était ma première question avant même de rentrer sur les implications marketing que ça avait sur toi. C'est pourquoi est-ce qu'il y a, ça fait déjà 2 boîtes de la tech qui sont des belles startups qui se posent cette question-là. À ce moment-là, est-ce que tu as un peu une lecture? Alors pourquoi nous, on est en train de passer de sales-led à product-led? Déjà, la première chose, c'est un changement de stratégie, de la direction. Où on passe plutôt, où notre focus ces dernières années, c'était plutôt PME, et là on est plutôt sur un focus très entrepreneur TPE. Mm-hmm. Pourquoi il y a ce changement de focus? Parce qu'en fait, c'est une audience où c'est là où on peut aller chercher le plus de croissance organique. C'est-à-dire que si tu acquiers des entreprises qui ont seulement 2 salariés, si ces entreprises grossissent demain, elles vont en avoir 3, 4, etc. Et donc finalement, c'est de la croissance sans faire de l'acquisition. Alors que si tu fais de la croissance sur du SMB, t'es obligé d'aller, c'est des boîtes qui seront qui vont moins grandir, et donc tu dois faire une acquisition beaucoup plus fréquente. Donc ça veut dire que le product led t'aide à acquérir des typologies de boîtes plus petites? Oui, tout à fait. Et du coup, vu que ce sont des boîtes beaucoup plus petites, c'est en général des segments, qui sont beaucoup plus autonomes, qui ont envie de s'onboarder de manière complètement seuls, qui s'éduquent par eux-mêmes, et donc ils ont besoin d'une réduction des frictions. Ils ont pas envie de booker une démo forcément avec un commercial. Ils ont envie de se renseigner seuls, et donc c'est là qu'intervient le product led, et c'est là que c'est ce qu'on est en train de voir en interne, c'est comment tu leur donnes une version presque gratuite du produit, en tout cas des mots offerts, pour qu'ils puissent tester le produit par eux-mêmes, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à les faire convertir. Donc t'as ce changement qui se fait surtout parce que t'as la typologie de boîte, le changement de stratégie, et aussi notre produit il est parfaitement adapté pour cette typologie de boîte aussi. D'accord. Et vous avez déjà développé du coup cette version du produit? Du coup, on vient de lancer il y a quelques mois ce qu'on appelle le self-acquisition. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as envie d'avoir le PayFit comme logiciel de paie, tu peux signer ton contrat de manière complètement autonome sur le site en quelques minutes. Et donc ça, c'est tout nouveau. Qu'est-ce que ça implique pour l'acquisition et pour le marketing en général? C'est hyper riche pour nous parce que du coup, tu passes d'un modèle où tu génères des leads qualifiés qui sont ensuite assignés aux commerciaux, et tu sais pas trop ce qui va se passer derrière, etc. T'as pas forcément d'impact. Et comme je le disais aussi, en termes de tracking des conversions, vu que ça se passe hors ligne, pour le rattacher, c'est compliqué. Où tu passes d'un parcours complètement online à 100%, où tu gères le lead jusqu'à la signature du contrat. Et donc, en termes de possibilités marketing, mais c'est gigantesque parce que tu peux commencer à faire du retargeting dans ton funnel. Tu peux décider aussi tout ce qui est optimisation de la conversion. Si tu décides de tester cette vidéo à ce moment-là, peut-être que cette vidéo de testimonial, elle va faire augmenter les conversions, le taux de conversion d'autant, etc. Donc, en termes d'acquisition, c'est passionnant. Par contre, il y a un énorme challenge à ça. Du coup, tu ne peux plus utiliser les commerciaux
pour qu'ils vendent le produit et pour qu'ils séduisent ton prospect. Puisque du coup, le prospect, quand il arrive sur le self-acquisition, il faut que tu l'aides à signer. Donc, ça veut dire énormément d'éducation via des contenus, via peut-être des démos interactives, via des podcasts, etc., via des events. Donc, t'es forcément beaucoup plus reliable, j'allais dire, sur le marketing, sur le contenu que si tu étais dans un modèle sales-led. D'accord. Et il n'y a pas de notion de... à chaque fois, je lance des essais gratuits sur des SaaS. Quand t'as pas converti au bout de 3 semaines, t'as quand même un sales qui t'appelle. Alors, je sais pas si c'est lié à la taille de la boîte, parce que du coup, c'est rentable dans l'équation économique, ils peuvent se payer un sales qui m'appelle. Ouais. Mais donc, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas ça. Tu disais que le but, c'est que ça se fasse vraiment... Si, bien sûr, on l'a. En fait, le but, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a quelques mois, il y avait 100% de nos clients qui passaient forcément par une démo avec un sales. Comme je le disais, t'as des typologies de clients, ils ont pas envie de faire une démo, ils ont pas envie d'être dérangés, ils ont pas envie d'être appelés, ils ont juste envie de signer leur contrat. Et donc, le but, en fait, c'est que ces clients-là soient autonomes, que ces prospects-là soient autonomes pour signer leur contrat, et que finalement, les sales se concentrent sur des prospects qui ont des questions, qui ont des questions très précises, qui ont envie d'avoir une démo, plutôt qu'en fait de se concentrer sur la totalité des gens où tu as une partie qui aurait pu convertir seule. Donc, on a quand même ce qu'on appelle du sales assisted chez Payfit. Mais c'est pour ça, en fait, le passer de sales-led à product-led, ça veut pas du tout dire ne plus utiliser d'équipes commerciales. L'équipe commerciale, elle est toujours hyper importante. C'est juste que tu maximises leur impact parce qu'ils vont du coup vraiment se focus sur des clients qui ont des questions précises pour les closer. Donc finalement, c'est une win-win situation. D'accord. Et toi, en market, d'ailleurs, ça change la métrique d'optimisation, que c'est plus du CPL, c'est du coup par essai démarré, c'est ça? Par onboarding gratuit? Alors nous, ce qu'on regarde, du coup, on regarde le CPL, donc c'est la première étape quand la personne a rempli ses premières informations, son nom, son prénom. Donc ça reste un lead, donc ça on le traque. Et en effet, si la personne, elle part et elle quitte pas le funnel, elle quitte le funnel, du coup, il y a un sales où on a un email de nurturing, etc. On a plusieurs stratégies en place en fonction des typologies de clients, etc. Mais par contre, on peut traquer jusqu'à ce qu'on appelle le self-acquisition ended, donc la signature du contrat. Et on est en train de faire des événements au milieu, parce que c'est vrai que du coup, en termes d'optimisation, si tu optimises sur juste la fin, t'as pas forcément assez de volume, donc pour les algorithmes, etc., c'est pas bon. Donc il faut quand même essayer de trouver un événement qui est quand même très quali, qui ressemble à finalement ton revenu, mais qui peut pas finalement être ton revenu parce que tu auras jamais assez de volume et donc tu pourras pas optimiser dessus. Mais il faut pas non plus que ce soit le début de funnel parce que ça sera pas quali. Donc faut toujours trouver cet entre-deux, cet event entre le lead et finalement le closing. Ouais, parce que vous, en fait, il se passe combien de temps en fait, si je récapitule, le choix product-led, de passer sales-led à product-led fonctionne si, in fine, le coût par signature de contrat est inférieur dans cette configuration-là. Ouais. Ou alors permet juste de débloquer un plateau potentiellement qui a été atteint avec la partie sales. Et donc, attends, vous, il se passe combien de temps entre un moment où, si vous l'avez lancé récemment, je sais pas si vous aurez toutes les datas, mais entre le moment où une personne s'onboard gratuitement et elle signe un contrat, un cycle de vente? Non, c'est hyper court, c'est en moins de 20 minutes. Et après, en fait, donc t'as la signature du contrat. Non, mais entre l'essai gratuit où elle découvre, ça, on l'a pas encore mis en place. D'accord. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train de regarder pour justement, en fait, la première étape, c'est de pouvoir signer ton contrat et t'onboarder de manière autonome. D'accord. Et là, on est en train de voir, du coup, c'est un peu la deuxième phase de product-led, où on va commencer à regarder des essais gratuits ou alors juste des mois gratuits, okay. etc. Mais c'est pas encore live. D'accord. Et donc, vous savez déjà si le coût par contrat signé est inférieur dans cette... Ah oui, il est bien inférieur, oui. D'accord. De toute façon, si tu prends la majorité de tes commerciaux et tu les mets sur tous tes leads, et quand tu enlèves et que tu les mets juste sur les leads qui drop, forcément, ton coût d'acquisition, il est bien meilleur. D'accord. Donc, en fait, ça veut juste dire qu'il y avait un certain nombre de leads, de personnes qui voulaient s'onboarder dans Payfit qui n'avaient pas besoin d'un sale. Exactement. D'accord. Vous avez trouvé une façon plus efficiente de les adresser. Ouais. Ok, super intéressant. Et alors, je voulais juste revenir sur un point. Tu disais, donc, tu peux pas prendre l'événement revenu en optimisation parce qu'il est un peu loin dans le funnel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait entre vous prenez quel événement à la place? Du coup, on prend par exemple une démo programmée. D'accord. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sales-led. Pour ce qui est le self-acquisition, t'as par exemple quand tu tapes ton numéro de SIRET, t'as cet événement-là qui est ce qu'on appelle par exemple un lead qualifié où on se dit la personne elle a rempli son SIRET. C'est qu'elle va sans doute, c'est un événement assez qualifié pour se dire si on optimise dessus, elle va aller jusqu'à la signature du contrat. Ok. Et alors, il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir que je me suis noté. Vous avez l'air de, quand on parle de sujet créable, tu l'assimiles beaucoup, j'ai l'impression, à des témoignages clients.
je me demandais si tu pouvais nous donner un petit peu de détails sur aujourd'hui la stratégie créative sur alors Meta, j'imagine, ou Meta LinkedIn. Je sais pas si vous faites une différence, tu pourras nous dire si vous faites une différence dans les créas. Il y a quoi qui tourne, qu'est-ce qui marche bien Alors, donc on a plusieurs concepts. Nos meilleurs concepts, c'est donc tout ce qui est testimonials. On a des testimonials et on arrive à adapter les testimonials aussi en fonction du funnel. On a des testimonials YouTube qui sont très longs, une vingtaine de minutes, avec là où on pose beaucoup de questions aux clients qui est chez Payfit, etc. Comme on avait fait avec l'ARH de Kudak. Et ensuite, on en fait des capsules, donc sur des formats très courts, en 9/16e qu'on met sur Meta. Et donc, en fait, on essaye c'est des formats qui se répliquent bien pour tout le funnel qui fonctionnent très, très bien. Ensuite, on a tout ce qui est UGC. Donc UGC qu'on utilise sur Meta, qu'on utilise aussi sur LinkedIn, ça fonctionne très bien. Donc avec aussi tout ce qui est LinkedIn Shorts, j'espère qu'on pourra utiliser ce genre de contenu. Et sinon, ensuite, quand on est sur du très bas de funnel, on a des statiques assez agressives, comme je dis agressives en très très perf, gérer la paie en moins d'une heure par mois, gagner 90% de votre temps grâce à Payfit. Mais voilà, on pousse ces statiques une fois qu'il y a eu des testimonials, une fois qu'il y a eu des UGC, etc. On le fait pas sur de la perf tant qu'il n'y a pas eu un touchpoint déjà établi avec quelqu'un qui a visité le site ou la page de pricing, etc. Et quelle différence principale tu vois entre la façon de piloter les campagnes LinkedIn et Meta, s'il y en a? Alors ça n'a rien à voir. Déjà, la différence entre LinkedIn et Meta, c'est les coûts d'acquise. Donc sur LinkedIn, on est entre 3 et 5 fois plus cher que sur du Meta. Mais en termes de typologie de boîte, on est aussi sur des boîtes beaucoup plus grosses. Donc finalement, c'est très différent. Meta, la force de Meta, c'est qu'on va pouvoir rester quand même très perf sans forcément faire une stratégie full funnel en faisant du retargeting et même étonnamment des UGC. Ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, Meta peut toujours avoir En fait, Meta, je trouve que c'est un produit qui est assez hybride entre la perf et la brain parce que tu vois des vidéos, mais c'est finalement des gens qui convertissent après ces vidéos. Enfin, Meta arrive à bien gérer les deux. Chose que LinkedIn, aujourd'hui, si tu fais que de la perf, franchement, c'est impossible, à moins que quelqu'un ait réussi à le craquer, mais c'est très difficile à craquer uniquement de la perf parce que les CPL sont beaucoup trop élevés, donc c'est difficile de faire du volume. Et il faut, en fait, avant de faire la perf, LinkedIn, tu vas pas pouvoir faire de la perf en targetant, par exemple, des job industry, donc des restaurateurs, des start-upers, etc., avec des créas perf, parce que c'est pas du tout le lieu. Les gens, quand ils sont sur LinkedIn, ils veulent être éduqués, ils lisent du contenu, ils ont envie d'apprendre des choses. Et donc, en fait, si tu commences à leur sortir du contenu hyper perf, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Donc, on a complètement changé de stratégie sur LinkedIn. On est vraiment dans une stratégie full funnel où en fait la richesse de LinkedIn, c'est son targeting. C'est le seul canal B2B où en termes de targeting, tu peux vraiment aller chercher exactement ta persona. Tu peux aller cibler des titres de job. Donc si c'est un directeur financier, si c'est un DRH, si c'est un office manager, c'est bien l'un des seuls canaux où tu peux le faire. Tu peux aussi le faire par industrie, tu peux le faire aussi par nombre d'employés. Donc en fait, pour moi, LinkedIn, c'est une fois que sur les autres canaux, en termes de performance, t'as atteint un plafond de verre, t'y arrives plus, tu sens que niveau audience, tes audiences sont rassasiées. Ce qui était le cas sur Meta. Ce qui était le cas sur Meta. Tu vas chez LinkedIn et tu pousses des vidéos, tu pousses des testimonials, pas forcément pour aller chercher de la conversion, juste pour rediriger vers ton site, mais juste pour que ces gens, voilà, tu crées de l'awareness, tu crées des signaux et en fait, juste tu crées des bassins d'audience qu'ensuite tu pourras utiliser soit dans LinkedIn, ce qu'on fait, soit tu pourras potentiellement utiliser ailleurs puisque tu finalement pousses tu pousses du trafic sur ton site. Et donc aujourd'hui en faisant ça, on a quand même même le bas de funnel est bien meilleur en ayant le haut de funnel sur LinkedIn. Et en termes de, par exemple, sur tout ce qui est SMB, on a beaucoup plus de leads qualifiés, etc. depuis qu'on fait ça. Après, le problème de LinkedIn, c'est très compliqué de mesurer l'efficacité. Ils ont sorti un outil où tu peux connecter maintenant LinkedIn avec ton CRM. C'est LinkedIn Revenue Attribution, je crois. Et tu peux regarder quand même ta pipeline, par rapport à toutes les ads qui ont eu un touchpoint avec tes prospects, quelle a été ta pipeline générée, ton revenu. Donc c'est quand même un bon outil qui vient de sortir que tu peux utiliser
pour un peu évangéliser LinkedIn auprès du CFO, CMO, etc. Salut, c'est Théo. Je te fais une courte interruption. Chez Kodak, on a une équipe de 60 personnes qui accompagnent les marques pour atteindre leur business plan digital via les bonnes méthodes de media buying, une réflexion publicitaire faite par des creative stratégistes et une expertise tracking qui est le nerf de la guerre à notre ère d'Internet. On est partenaire premium de toutes les régies digitales, ce qui nous permet de bénéficier en avant-première des nouveautés et d'en faire bénéficier nos clients. Si jamais tu veux en savoir plus, nos experts Kodak proposent des audits qui te permettent de répondre à la question est-ce que tu es à jour par rapport aux bonnes pratiques de ton marché, ou alors est-ce que tu passes à côté d'une opportunité de croissance facile. Tu peux réserver un appel de découverte sur le lien en bio, il suffit juste de dépenser plus que 5 000 € par mois en publicité, ou alors de faire plus que 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, je laisse nos clients te dire ce qu'ils pensent de nous. L'accompagnement, il est vraiment top. On est à plus 30%. On performe très bien sur les réseaux et sur Internet. Kodak s'est toujours montré force de proposition et c'est très plaisant. Sans eux, moi je m'en sortirais pas toute seule. Meta, comment ça marche? Vous êtes très dépendant d'Advantage Plus, beaucoup de retargeting. Si tu peux rentrer un peu dans le détail du compte. Alors, Meta, moi je trouve qu'il faut faire attention, enfin comme dans tous les canaux, il faut faire attention avec tous les produits Meta, notamment Advantage Plus. Je pense que l'IA, etc., tous ces trucs-là, c'est génial, mais il faut jamais hésiter à challenger la machine et à toujours tester. Nous, on a fait pas mal de tests où on a testé les audiences Advantage Plus avec des audiences qu'on a en interne, juste des lookalikes basiques sur nos clients, 1%, VSB, etc., par exemple, versus du Advantage Plus. Et on a quand même des bien meilleurs perfs. Alors peut-être qu'en effet, en termes de scalabilité, ça sera beaucoup plus réduit, mais on arrive à avoir des coûts d'acquisition qui sont hyper intéressants. Donc, on essaye quand même énormément de challenger les produits un peu natifs. Et aussi, s'il faut toujours, pareil, en tout ce qui est Advantage Plus, placement, etc., ne jamais faire confiance à ce que la machine dit. Si elle dit, bon, bah voilà, tu vas le mettre Reels et Stories et Newsfeed en même temps et avec Audience Network et ça va être génial, ça va trop bien marcher. Non, en fait, essaye de les séparer. Vois, est-ce que tu peux pas diviser tes coûts d'acquisition? Va regarder dans tes reporting, il est à combien ton CPL sur justement ces placements en standalone, et peut-être que si t'es 3 fois moins cher et que tu fais une campagne dédiée en standalone sur juste ce placement, peut-être que tu vas diviser tes coûts d'acquisition par 3. Donc, faut quand même essayer, enfin, c'est bien les utiliser, mais il faut les challenger. Ce qu'on essaye de faire énormément chez Meta, avec Meta, et aussi tes incrémentalités. C'est le seul canal aujourd'hui qui est aussi poussé en termes d'incrémentalité, et pour moi, il faut absolument l'utiliser. Et typiquement, dès que t'as une idée de changement de stratégie en disant bah Audience Network, je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, bam, tes incrémentalités, je mets ma cellule A avec Audience Network, ma cellule B sans, je compare les deux. Est-ce que j'ai plus de conversion? Qu'est-ce que ça donne en tes incrémentalités, etc. Et vous avez des tests qui vous ont donné des bons résultats incrémentaux comme ça? Donc pour l'instant, on a commencé notre premier test incrémental chez Payfit. Pour l'instant, ça c'est dans une méthode plutôt parce que Meta reflète très mal dans notre attribution interne. Mm-hmm. C'est plutôt dans une méthode d'évangéliser le fait que Meta, quand on regarde, parce qu'en fait, quand tu regardes sur la plateforme, tu vois que les coûts d'axe sont très bons, que tu as beaucoup de conversions. Quand tu regardes notre attribution en interne, c'est une autre histoire. Donc, l'idée de le test d'incrémentalité, c'était pour prouver au leadership, bah, en fait, voilà, la réalité de Meta, c'est ça. Donc, on a eu des bons résultats. Et c'est aussi d'avoir en tête, en fait, le coût réel aussi des choses par rapport à Meta. Je te donne un exemple. Admettons, sur Meta, on a un coût d'acquisition. Meta nous dit qu'on est à 100, notre attribution nous dit qu'on est à 500. Si on fait un test d'incrémentalité qu'on est à 300, voilà, on peut regarder des multipliers, on sait où on se situe. Et quand on prend des décisions d'investissement, on a toujours ça en tête. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Moi, ce que j'aimerais faire beaucoup plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dès que tu as une idée, tu veux tester Advantage Plus, tu veux tester des nouvelles features et t'es pas sûr, il faut pas les regarder dans l'attribution de Meta, il faut pas les regarder dans l'attribution en interne, il faut les regarder dans l'attribution de ton incrémentalité. C'est le seul moyen de prendre les bonnes décisions. Super clair. Full value, il faut qu'on fasse Google pour bien terminer, parce que c'est quand même 80% de votre budget, donc c'est organisé comment un compte Payfit? Alors c'est organisé un compte Payfit, donc on a du coup le paid search, on a Performance Max, et on a aussi Dimension qu'on est en train de tester. Sur le paid search, tu veux que j'aille dans le détail par rapport à tout ce qui est exact, broad, tous ces trucs-là? Tu peux t'arrêter là où tu veux, mais oui, il y a des gens qui savent ce que ça veut dire. Ok. On essaye un compte paid search, on essaye de séparer l'exact du broad pour toujours essayer d'avoir des coûts d'acquisition plus importants. Et c'est un peu ce que je disais à Meta, avec Meta, c'est que il y a certes les croyances de Google en disant il faut simplifier les comptes, il faut mélanger, il faut mettre le plus de broad match possible, comme ça vous aurez plus d'opportunités, etc.
ce qui est véridique, mais toujours challenger aussi en faisant bien attention que nos mots-clés les plus importants, ils sont bien en exact. Comme ça, on maîtrise les coûts, etc. Et nous, sur Google, on utilise le target CPA. Le ROAS, pour nous, ça a pas du tout marché parce que manque de volume, etc. Donc, on pilote au target CPA. Et ce qui est important, pour moi, ce qui est le plus important sur le paid search et qui est le plus compliqué et le plus chronophage, c'est le cleaning des comptes. C'est surtout quand tu fais du broad match, c'est d'avoir une routine d'optimisation constante sur cleaner tous les search terms qui sont pourris, qui dépensent. Parce qu'en fait, quand tu ouvres ton compte, parfois, sans t'en rendre compte, t'as dépensé peut-être 1 euro sur ces mots-clés-là, mais en fait, quand tu les mets bout à bout, en fait, c'est 10 000 euros par semaine que tu dépenses dans des mots-clés qui te génèrent aucune conversion. Donc, cleaner les search terms pourris, aller trouver des nouveaux mots-clés avec de l'IA, etc. Et d'essayer d'automatiser un maximum. En fait, t'essayes de voir s'il y a pas des patterns. Est-ce que, typiquement, j'ai l'impression que je suis en train de regarder tous les mots-clés qui ont dépensé 10 euros et qui ont généré 0 conversion. Boum, je crée une règle automatisée sur je veux poser de manière automatique tous les mots-clés qui ont dépensé 10 euros et qui ont généré aucune conversion. Et donc, de rajouter des scripts, de rajouter des règles le plus possible pour alléger ta phase de cleaning. Mais c'est vrai qu'au début, le cleaning, c'est le plus gros du boulot sur Google. D'accord. Et votre équipe, Acquise, c'est toi qui le fais, ça? C'est une personne dans mon équipe qui le fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le pont sur à quoi ça ressemblait l'équipe Acquise chez Payfit. Alors, l'équipe Acquise chez Payfit, c'est 5 personnes. Donc, c'est une personne qui gère toute la stratégie Google, une personne qui gère l'affiliation, une personne qui gère le paid social, une personne qui gère le SEO et une personne qui gère l'outbound marketing. Donc, tout ce qui est lead magnet, principalement la stratégie de contenu en support pour l'outbound. Question, tu m'avais dit que le SEO, c'était 50% du... Enfin, l'organique était 50% et dedans, le SEO était la poche la plus représentée. C'est une seule personne qui... Alors, en acquisition, on est dans une équipe globale, faut les voir comme limite des project managers, où chaque experts, donc c'est des experts de leur plateforme, vraiment des experts de leur stratégie d'acquisition, mais ils sont bien sûr épaulés par d'autres personnes. Donc typiquement, tous les canaux payants, ils vont être épaulés par l'équipe contenu, par l'équipe design. Le SEO, il va être épaulé par les équipes contenu en local qui développent le contenu. Donc par exemple, le SEO, lui, va s'assurer que les stratégies édito, elles font sens par rapport à nos keywords, quels keywords on va aller chercher, quelle va être la stratégie édito. Et ensuite, on a les équipes locales qui vérifient que c'est bien en accord avec le tone of voice, avec où est-ce qu'on veut aller. Et c'est ensuite elles qui vont développer le contenu. Mais chaque personne a finalement des interlocuteurs privilégiés. On n'est pas du tout seul. Et on est aussi armé d'outils. Le SEO, c'est hyper important. Il y a des outils sur le marché qui sont géniaux. SEMrush, pour en nommer un peu. Enfin, parmi on utilise l'IA énormément aussi. Donc, on a Phrase aussi pour optimiser les articles. Enfin, sur le SEO, il y a plein d'articles il y a plein d'outils sur le marché qu'il faut absolument utiliser pour automatiser un maximum. Et c'est des enveloppes marketing que vous arrivez encore, la question est vraiment au global, donc social, LinkedIn, search, que vous arrivez encore à faire progresser. Est-ce que vous arrivez le mot c'est scaler la dépense publicitaire, je le déteste, mais est-ce que d'une année sur l'autre, vous arrivez à trouver des choses qui vous permettent de dépenser plus avec des coûts d'acquisition qui vous font bien? Pour l'instant, on y arrive encore, mais on est en train d'explorer des nouvelles sources d'acquisition parce que je pense qu'on va pas tarder à atteindre un plafond de verre. Donc là, on est quand même 90% de notre budget, c'est de la perf. On fait quand même, 80%. On fait 20% de haut de funnel. Ça reste encore assez limité. Ça va changer dans les mois à venir parce qu'on vient de recruter quelqu'un qui va gérer la marque chez Payfit. Je pense que ça passe par pour un peu vaincre ces plafonds de verre et continuer à scaler, comme tu dis. Je pense que ça passe par 2 choses. Commencer à investir en branding, en notoriété pour aller chercher un peu plus. Parce que finalement, avec la perf, tu vas voir les low-hanging fruits, les early adopters, etc. Mais pour aller convaincre les autres personnes, il faut aller chercher de la brand. Et deuxième, c'est une nouvelle source d'acquisition. Donc nous, là, on est en train de regarder TikTok. On s'y intéresse de très près. On va faire un test dans quelques semaines. Et on a commencé aussi à faire pas mal de thought leadership ads sur LinkedIn, qui a eu des très belles retombées. Mais voilà, on a des enveloppes de tests. Tu peux dire ce que c'est, des thought leadership? Donc, thought leadership ads, c'est faut l'imaginer comme un influenceur sur Instagram qui fait de l'UGC,
et qui va vendre un produit, c'est exactement la même chose, mais pour le B2B sur LinkedIn. Donc, c'est une personne qui va parler de son expérience. Bah, moi, il m'est arrivé ça. Donc, en tant qu'entrepreneur, je galérais pour la paix dans ma boîte, etc. Et j'ai découvert PayFit et ça a sauvé ma vie, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement externe à PayFit, qui est un leader advocacy de PayFit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, bah, du coup, forcément, ça vient d'une autre personne. Donc, il y a une sorte de confiance qui se crée. Et vu que c'est pas au nom de PayFit, aussi les engagements, les discussions dans les commentaires, dans justement l'environnement LinkedIn sont hyper intéressants. On a aussi très bon retour des personnes qui ont dit « Ah, mais moi, PayFit, j'ai eu ce problème-là. » Et donc, en fait, tu peux aussi voir comment tes prospects, qu'est-ce qui coince, etc. C'est hyper enrichissant. Et c'est du contenu aussi que tu peux... Donc, évidemment, c'est une nouvelle audience puisque c'est des personnes... c'est pas au nom de PayFit. Donc, tu vas chercher de nouvelles personnes. Et c'est des contenus que tu peux sponsoriser. Donc, ça apparaît comme un contenu organique, etc., qui est hyper séduisant. Et en fait, c'est sponsorisé aussi par PayFit. Ouais, j'en avais vu beaucoup il y a quelques mois et j'en vois plus du tout maintenant. Bah, c'était il y a quelques mois où on a fait notre premier test. C'est intéressant, bah oui, parce que c'est assez surprenant en fait la première fois que tu vois ça dans ton feed LinkedIn en tant qu'utilisateur avec la petite mention avec PayFit. Ok, alors où est-ce que... Oui, on allait passer à l'attribution. Oui. C'était magnifique parce qu'en fait on a fait tous les canaux. Donc il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'on y voit clair dans tout ce méli-mélo. Comment est-ce que vous prenez des décisions sur vos canaux? Alors, du coup, nous on a quand même des targets de revenus par canal. Quand même. On a quand même des targets de revenus par canal. Mais sachant très bien que c'est assez bancal, puisqu'on sait qu'il y a des canaux qui sont sous-estimés et d'autres qui sont surestimés. Donc, en fait, nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est finalement d'atteindre ces targets, sans regarder par canal, d'atteindre ces targets de revenus en respectant un CAC payback. Après, la manière de si on n'atteint pas la target de paid search et on atteint celle de méta, en fait, tant qu'au final, overall, on l'atteint, c'est bon. Pourquoi on a quand même alors des revenus par canal ? Du coup, c'est la question forcément adjacente. C'est que ça permet de challenger les équipes sur aussi leur manière d'optimiser la campagne. Typiquement, je prends un exemple. Si tu es un channel manager et que ton revenu, ton target revenu sur Meta, c'est 10 000 € et que du coup, dans ton attribution interne, tu es à 5 000 et tu comprends pas, tu continues et ça ne marche pas, tu vas commencer à te poser des bonnes questions et tu vas commencer à avoir des discussions hyper intéressantes en te disant « Ah, mais peut-être que c'est parce qu'en fait, notre attribution en interne, elle prend pas en compte le post-view. Et moi, quand je regarde la plateforme, j'ai le post-view. Et du coup, il faut que je fasse un test d'incrémentalité. Et du coup, il faut que je commence à en parler à ma CMO, etc. » Et donc, en fait, d'avoir ces revenus par canal, ça permet quand même aux équipes d'être challengées et d'aller chercher pourquoi certains canaux est sous-estimé ou surestimé et de finalement qu'on soit tous honneurs l'attribution et qu'on comprenne tous comment l'attribution fonctionne. Et il n'y a jamais des moments où ça tire dans des sens différents sur quelqu'un qui va essayer d'optimiser une métrique plateforme, avec un CPA qui est bourré de biais comme on les connaît, et sa contribution sur le mix global. Parce que déjà, en fait, votre outil d'attribution, déjà, c'est que vous avez un modèle en particulier que vous utilisez, Last Click ou... Il est très simple, c'est un modèle Last Click. Ok. En fait, pas varier un peu les... Non. D'accord. Parce que ça, en fait, les conclusions du coup sont assez standards quand tu mesures en last click. C'est que souvent Meta se fait exploser. Ouais. Google prend tout. Ouais. Toutes les conversions qui ont été ouvertes par les autres canaux. Parce qu'en fait, le principal truc, nous, ce qu'on voit comme erreur que ça fait faire de mesurer beaucoup en last click, c'est que ça fait dépenser trop sur Google. Ouais. Si la target revenue de Google, par exemple, il est un peu en retard, celui qui s'occupe de Google, enfin avec le search, est-ce qu'il peut pas être amené à augmenter son budget au détriment en fait de la perf générale? C'est-à-dire qu'il va avoir une métrique qui va augmenter, ça va cannibaliser un peu de méta. Vous avez, en fait, la simple question que je veux dire, c'est ce qu'il n'y a pas des moments où ça tire dans des sens différents, d'avoir une target revenu par canal et quand même de mesurer in fine en attribution. Alors non, parce qu'on reste hyper flexible, on est dans la même équipe, etc. Donc le but aussi, c'est quand même de se dire si Google a pris un peu plus de marge et Meta un peu moins sur l'attribution interne, finalement on fait les chiffres, donc c'est le principal. Mais ce qui est hyper important et normalement ce qui devrait, si tu respectes cette règle-là, ça ne devrait pas justement arriver à ce scénario-là, c'est regarder. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose de regarder l'attribution par plateforme à 2 conditions. La première condition, c'est que du coup, tu traques tous les événements du funnel et que tu ne traques pas uniquement les événements haut de funnel où tu traques juste les leads, etc. Parce que là, du coup, tu vas prendre des mauvaises décisions. Mais si tu vas jusqu'à la fin du parcours et que, du coup, tu as tous ces événements dans la plateforme, tu vas pouvoir optimiser tes mots-clés,
par rapport à ces données-là. Chose que tu ne pourras de toute façon jamais faire dans ton attribution en interne. Enfin, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, nous, comment on le fait en interne, c'est qu'on voit l'attribution de 2 manières différentes. On a l'attribution via l'optimisation, donc en day-to-day, où là, on va demander à chaque channel manager de faire ses optimisations avec les datas de la plateforme en ayant tout le funnel de conversion, et donc de pas le baser cette prise de décision uniquement sur le début, et aussi d'avoir server-side implémenté, parce que si te manque la moitié des conversions parce que t'as pas server-side implémenté, il va te manquer une lecture, donc ça ne va pas. Ça, c'est pour le day-to-day. Et par contre, sur l'attribution en termes de reporting CFO, CMO, c'est là que l'attribution en interne, elle intervient. Mais on ne veut surtout pas prendre de décision d'investissement sur une attribution en interne qui, on sait, va forcément sous-estimer ou surestimer certains canaux. Et du coup, la question, c'est comment tu fais pour faire des décisions C'était ma question. Sur la location, ouais. Du coup, il y a trois manières de le faire. Enfin, en tout cas, nous, comment on le fait. La première façon de le faire, c'est du coup ce que je disais tout à l'heure, les tests d'incrémentalité. Si ton canal a la disponibilité de le faire, il faut le faire. C'est comme ça que tu sais si ton canal génère du revenu ou pas. Mais d'où l'importance d'avoir l'entièreté de ton funnel. Parce que si tu fais un test d'incrémentalité, mais que tu fais ton test d'incrémentalité que sur les leads, et que tu le fais pas sur le revenu, enfin t'as pas du tout toute la visibilité, donc ça ne fonctionne pas. Alors je me rends compte qu'on n'a pas défini ce qu'était un test d'incrémentalité, on en a parlé avant. Ok. Peut-être des auditeurs qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer? Alors un test d'incrémentalité, c'est l'attribution n'existe pas. On oublie complètement l'attribution. On prend un groupe d'audience qu'on va couper en deux. On va dire 50-50. 50% ne va pas voir les ads. 50% va avoir les ads. Donc, admettons, 50% ils vont pas voir les ads de PayFit, 50% ils vont voir les ads de PayFit. Par contre, vu que c'est un bassin d'audience qui est traqué, on va être capable de dire sur ces 50% combien il y a eu de conversion, sur les personnes qui n'ont pas vu de publicité, et 50% qui ont vu les publicités, combien ont aussi converti. Donc, admettons, sur ceux qui n'ont pas vu de publicité, il y a eu 100 conversions. Sur ceux qui ont vu la publicité, il y en a eu 200. C'est 200 moins 100. Donc, ça fait 100 conversions. Donc, on estime que les conversions incrémentales provenant de Meta, donc ton impact réel publicitaire provenant de Meta, il est de 100 conversions. Donc, ça, c'est un test d'incrémentalité. Et en fait, le test d'incrémentalité, après, tu peux le comparer à ton attribution en interne. Donc, par exemple, ton attribution en interne, elle va te dire, moi, je vois 50 conversions sur Meta. Et tu la compares. En fait, le but, c'est de la comparer à toutes les attributions en te disant, moi, je sais que la réalité, c'est 100. Quelle est l'attribution qui ressemble un peu à ces 100? Est-ce que c'est du 7 jours post-click, 1 jour post-view? Est-ce que c'est du 28 jours post-click? Est-ce que c'est plutôt du first view, par exemple? Et tu regardes, tu compares tous ces modèles d'attribution en regardant quelle est la réalité de ton business. Et tu dis, Meta, en fait, on est plutôt sur une attribution comme ça, donc je prends des décisions, il faut que je regarde plutôt cette attribution-là. Très clair, merci. Je sais pas si tu te souviens où est-ce que tu t'étais arrêté dans ta démonstration d'avant. T'allais parler des 3 points que vous utilisiez. Le premier, c'était test d'incrémentalité. Donc, les tests d'incrémentalité, c'était le premier. Et en fait, c'est hyper lié à ce que j'étais en train de dire. Le deuxième façon de savoir si tu dois continuer à investir sur un canal, c'est de comparer les méthodes d'attribution. En fait, il faut garder en tête que l'attribution, même si c'est difficile à accepter, sera toujours fausse. Elle est intrinsèquement fausse. Elle a forcément des biais. Il y a 1000 lectures possibles. Toi, ton entreprise a décidé d'en choisir une qui est celle-là. Elle a des qualités, elle a des défauts. C'est comme ça, faut l'accepter. Après, c'est celle qui est utilisée par ton leadership, par tes C-level. Mais ça veut pas dire que toi, t'es pas obligé d'en utiliser une autre pour comprendre ton parcours client. Et donc, il faut que tu utilises différentes méthodes d'attribution. Il faut que tu regardes du first touch, il faut que tu regardes du last touch. Il faut que tu regardes par exemple, si t'enlèves le direct, quelle est la dernière, par exemple, le dernier touchpoint quand t'enlèves le direct, c'est quoi juste après. Il faut que tu joues. Bon, après, ça veut dire avoir une équipe aussi data qui peut t'aider là-dessus ou un CRM qui a la disponibilité de ces attributions. Mais regarder ces attributions pour se dire... En fait, Meta, pour que tu comprennes ton canal Meta, on va plutôt être en début de funnel. LinkedIn, on va plutôt être au milieu. Ce canal-là, on va plutôt être là. Comme ça, tu comprends. Et quand tu dois argumenter devant un CMO ou une CMO, t'es capable de dire, oui, en last click, c'est normal que ça fonctionne pas. Mais regarde, quand tu regardes cette attribution, c'est une autre histoire. Et ça, c'est hyper important. Et alors, vas-y. Parce qu'en fait, je sais pas si je pourrais aussi te la poser à la fin, mais j'allais me demander comment est-ce que ça se traduisait dans des décisions concrètes. Par exemple, tu découvres que LinkedIn est le super canal number 2, tu vois. Juste avant, entre le premier et le dernier touch.
Qu'est-ce que t'en fais de cette information-là derrière? C'est du coup, vu que les modèles d'attribution sont tous plus ou moins il y a des biais, il faut communiquer de manière constante sur des résultats que tu fais. Enfin, faut être très experiment driven en disant bah voilà, on a testé LinkedIn sur ça. En fait, ce modèle d'attribution nous montre ça pour qu'en fait ton leadership il a en tête et quand il regarde le modèle d'attribution en interne, ils disent ah oui c'est vrai LinkedIn n'est pas dedans mais je me souviens c'est à cause de ça. Ok, donc c'est pour justifier l'existence de Exactement. l'enveloppe. D'accord. Mais Ça après... sert rarement à dépenser plus ou dire je dépense moins. Et du coup par rapport à ça et donc ça revient en effet à mon point là en fait pour moi c'est sa seule utilité ton attribution en interne c'est pour regarder ton blended. Par contre, du coup, ton attribution en interne, elle évite de compter tes conversions en plusieurs fois, d'avoir des overlaps entre les canaux. Et donc, ce que tu peux faire aussi, et c'était mon 3e point, c'est si tu as un doute sur un canal, bon après c'est assez drastique quand même et ça peut être assez risqué, tu as un doute sur LinkedIn, tu coupes pendant un mois, tu regardes ton attribution au global, sur le blended, sur le CPL blended, le CAC blended, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce que j'ai vu une différence, et c'est aussi comme ça que tu peux faire des hypothèses. Mais pour moi, l'attribution en interne, il faut la regarder uniquement dans son ensemble. Il faut que tu la regardes de manière holistique. Tu peux pas la regarder canal par canal, c'est beaucoup trop biaisé. On est très partisan de ça aussi. Vous avez déjà coupé LinkedIn? On l'a déjà coupé. On avait bien baissé les investissements pendant 3 semaines et on l'a vu l'impact sur l'organique. C'est intéressant parce que c'est vraiment le sujet qui est sur toutes les bouches des investisseurs des annonceurs qui commencent à investir un peu d'argent. Et tu découvres plein de vérités qui en fait sont assez généralisables, je trouve, sur des canaux. Enfin, même sur des canaux, le fait que si tu mesures, on le mesure aussi parce que tu as un premier pas là-dedans si tu n'as pas le logiciel d'attribution, c'est de demander en sondage post-achat comment vous nous avez découvert. Donc pour savoir un peu quel canal t'ouvre, ça c'est de la balle atomique. Et ça te permet en fait c'est comme ça qu'on a découvert qu'en fait systématiquement, une fois on s'est dit, on voulait attribuer entre Meta et Google. Et on avait bien une idée que ça commençait sur Meta et ça terminait sur Google. Et en fait on a découvert que quand tu calcules un CAC déclaratif, il est x2 ou x3 le CAC Google réel. Tu découvres plein de trucs. Tu découvres que TikTok par exemple a un effet de halo sur le direct, l'organique et tes mots-clés, le paid quoi. Ouais. Paid search. Mais que ça va que sur ces 3 canaux-là, c'est-à-dire que ça va pas faire grossir Meta par exemple. Et t'as plein d'utilités comme ça. Et en fait, LinkedIn, c'est un canal que je connais assez peu en fait, sur sa fonction dans les funnels, ce qui intervient au milieu, à la fin. Et c'est intéressant. Toi d'ailleurs, en fait, LinkedIn aujourd'hui, sur les études que vous avez faites, c'est un canal qui est utile pour quoi, si tu devais résumer? LinkedIn, c'est utile pour élargir les bassins d'audience, aller vraiment chercher sur ton top. Ouais, sur ton top, sur ton top funnel et ton moyen de funnel. Tout ce qui est aussi, tu vois, téléchargement de contenu, guide, etc. pour aller chercher, notamment en B2B, pour aller chercher des adresses mail qualifiées qui s'intéressent un peu à ton business. LinkedIn, c'est le canal parfait. Il y a une question surprise, c'est vrai que j'avais oublié de t'en parler, mais elle est assez simple. C'est est-ce qu'il y a une autre marque, une autre boîte dont tu admires les stratégies d'acquisition? J'avais une marque en tête mais bon, tu me diras si c'est bien ou pas. Parce que j'ai vu les ads cette semaine et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment géniales. C'est Motion AI. Ils sont assez bons dans le sens où ils ont fait du UGC très bien shadé, etc. sur Instagram, où j'ai regardé la vidéo en entier, j'ai trouvé ça top. Et 3 jours plus tard, donc c'est un assistant virtuel AI qui t'aide en fait en fonction, tu mets tes tâches, qui se connecte à ton calendrier et qui change ton calendrier en fonction de tes tâches, donc qui gère ton calendrier de manière autonome. Je l'ai pas encore testé, mais pendant 3 jours, je galérais à caler le sport, les réunions, le boulot, etc. Et je me disais mais il y avait ce truc justement que j'ai vu il y a 2-3 jours. Et le lendemain, je vais sur YouTube pour regarder une vidéo de PayFit et je tombe sur une vidéo de Motion AI sur YouTube qui était vraiment trop bien faite. Et ça m'a d'ailleurs donné envie de refaire des pubs sur YouTube qu'on fait pas assez. Et ça me fait réaliser aussi qu'on n'a pas parlé d'Imagen. Ouais. Et que c'est le seul que j'ai raté. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur YouTube. J'ai envie de te poser exactement la même question. C'est où dans le funnel? Alors si vous utilisez Imagen, on se doute qu'a priori c'est pas en conversion. Donc tu pourras peut-être nous confirmer ou pas que vous n'avez pas de use case conversion avec YouTube, que c'est pas un canal. Non, c'est juste Imagen du coup. D'accord. Ça prend quelle part du mix? Pour l'instant, c'est encore très faible. C'est en test. C'est en cours de test. Pour l'instant, on a des bien meilleures performances avec Performance Max que d'Imagen,
Mais ouais, en phase de test. On essaye de le voir comme un canal un peu comme Meta et LinkedIn, vu que bon, je pense que c'est clairement le but de ce produit-là. Donc pour l'instant, on essaye de pousser le même type de créa, on essaye de faire le même type d'optimisation. On a des taux de conversion qui sont assez similaires par rapport au paid social, qui sont assez bons. Voilà, à voir si ça convertit. Pour l'instant, toujours en phase de test. Bon, on s'en sert comme ça aussi, pareil, sur les considérations, pas top. Exactement, top, ouais, mais ouais. c'est le nom du produit de toute façon, donc. Mais c'est un peu comme Meta, c'est pour ça. Enfin, moi, je trouve que Meta, c'est pas. Je sais qu'on dit Meta, c'est de la perf, c'est de la perf. Pour moi, Meta sur la perf, c'est le retargeting. Mais quand t'es dans une phase de prospecting, Meta, c'est un produit hybride entre de la brand et de la perf parce que t'es. Ouais. En fait, ils ont réussi à créer un truc où tu restes quand même très brand dans le sens où tu consommes du contenu, t'es dans du post-view, etc. Mais ça génère quand même de la vente. Ouais. Ça dépend des cas, j'imagine. Parce que tu vois, sur Skello, on a des CPL qui sont plus bas sur Meta que sur Google. Ah oui, nous aussi, hein. Ouais. Et avec des economics derrière qui sont bien. Mais c'est pas, enfin, en tout cas, nous, en termes de qualification des leads, c'est sur Meta, on a beaucoup de leads de Pacali. Julie, merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir d'être là. Bah, trop cool. Écoute, on va donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. C'est un bimensuel pour un prochain épisode des Brutes Acquisitions. Salut à tous.